Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous permet de mieux vous connaître pour mieux vous soigner. Je m'appelle Nina El Amjedi, je suis psychologue depuis bien 10 ans maintenant. Je suis formée à plein de choses dont je vais vous parler et je reprends les réacs sur Twitch avec aujourd'hui une réac sur le, le documentaire Arte qui parle des troubles alimentaires. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes OK avec mon setting un peu pourri, on peut y aller. J'ai survécu à l'anorexie et à la boulimie. Eating disorders. Les troubles alimentaires sont des maladies psychiques qui sont généralement liées à l'alimentation et à l'image qu'on a de son corps. Binge eating disorders. Le trouble le plus fréquent est l'hyperphagie boulimique, suivi de la boulimie et de l'anorexie. Prevalence. Je sais, ça fait genre 38 secondes, mais je mets déjà sur pause parce que cette phrase me fait trop plaisir. Ce qui me fait trop plaisir dans cette phrase, c'est que l'hyperphagie boulimique est enfin reconnue. J'imagine qu'ils vont définir ce que c'est, mais il y a environ 10 ans, quand je suis sortie de l'UNIF, franchement, on n'en parlait pas beaucoup de l'hyperphagie. C'était vraiment un trouble dont j'avais pas entendu parler. Et pourtant, je cherchais vraiment à savoir. Alors, il y avait moyen, hein, de trouver ça quand même un petit peu dans certains articles. J'avais déjà vu le mot, etc. Mais c'était vraiment pas quelque chose dont on parlait. J'ai pas vraiment l'impression qu'on nous en a beaucoup parlé à l'UNIF. On nous parlait beaucoup de l'anorexie et de la boulimie, mais l'hyperphagie sans compensation, ouais, on va en parler après. Ça, on n'en parlait pas. Et donc, commencer ce documentaire en nommant ce trouble, bah moi, ça me fait trop plaisir en fait, parce que je me dis, des centaines de milliers de personnes sont enfin reconnues dans leur souffrance. Et enfin voilà, bref, on continue. Je perdais énormément de cheveux. J'avais des ecchymoses partout, rien qu'en restant assise. J'ai perdu 2 pointures de chaussures. Je pouvais plus prendre un bain toute seule. Ma mère devait m'aider car c'était devenu trop difficile. J'ai toujours été bruyante. Je bougeais beaucoup. J'allais partout où il y avait quelque chose à faire. En apparence, j'étais forte et personne ne devait voir ma faiblesse. J'ai toujours eu beaucoup de facilité à avoir des relations physiques. Ça me posait aucun problème. Mais c'était strictement séparé de tout ce qui avait un rapport avec les émotions. Et je n'ai jamais laissé quelqu'un m'approcher. Jamais. Avec la Covid, j'ai dû rester calme pour la première fois. Je ne pouvais plus faire ce que j'avais toujours fait pour me distraire de ce qui se passait en moi. J'ai perdu tout contrôle sur qui j'étais et ce que je ressentais à l'intérieur. J'ai fini par me demander sur quoi j'avais le contrôle. Qu'est-ce que je suis la seule à pouvoir changer? Mon corps. Je suis la seule à pouvoir le faire. C'est hyper intéressant. Il y a deux choses ici. La première chose que j'ai envie de dire, c'est le fait que elle montre bien dans son histoire, dans son témoignage, que l'anorexie, dans ce cas-ci, de ce que je comprends, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'autre chose. C'est un symptôme d'un mal-être qui est plus profond, qui est vraiment l'iceberg. Et le trouble alimentaire, la partie visible de l'iceberg. Et ce que j'aime bien dans ce qu'elle dit aussi, qui est quand même vachement parlant, c'est le fait que elle avait une manière de gérer ce mal-être qu'elle n'a plus pu gérer à cause du Covid. Franchement, ça, on pourra en reparler parce que, waouh, le nombre de personnes qui se sont retrouvées à ne plus pouvoir faire ce qui les tenait, les maintenait la tête en dehors de l'eau et qui, du coup, ont bien coulé pendant le Covid.
elle a plus pu faire ça. Bah, du coup, son mal-être a dû trouver un autre symptôme, une autre manière de s'exprimer et en fait, une autre manière d'être géré. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos troubles psychologiques sont en fait des manières qu'on a d'essayer de régler un problème. En fait, les troubles psychologiques avec lesquels on va chez le psychologue en disant ça me gâche la vie, de base, en tout cas c'est une hypothèse qu'on va toujours mettre en priorité, de base c'est quelque chose qui nous aide. Et donc ici on entend que de base ça a été quelque chose qui l'aidait. Bah justement, le deuxième élément, c'est que ça lui a donné un sentiment de contrôle là où elle avait l'impression que tout s'effondrait. C'était une solution. Alors une solution qui au final devient très très coûteuse, mais une solution. Je vais voir si je peux agrandir un petit peu ma tête pour vous. Bah voilà, nickel. Continue. C'est comme ça que j'ai commencé à compter mes calories, à manger moins, à faire plus attention. Et au lieu de manger, je buvais. Ça va pas le faire si ça bug, hein. Bon, on va passer sur l'autre. Faire. C'est comme ça que j'ai commencé à compter mes calories, à manger moins, à faire plus attention. Et au lieu de manger, je buvais. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que là encore, il y avait trop de calories. En plus, je faisais du sport tous les jours, de façon excessive. Et puis un soir, chez moi, j'ai vu que mon tracker d'activité indiquait que j'avais brûlé 5000 calories. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est un truc de malade, 5000 calories. Je sais pas si vous réalisez. On va regarder ensemble, mais 30 minutes de tapis de course, ça fait combien de calories? En moyenne, ça fait genre entre 200 à 400 calories. Donc, pourquoi je calcule? Pourquoi je vous dis ça? Attendez, je sais plus où je suis, voilà. Ouais, est-ce que c'est intéressant? Parce que ça indique, donc elle est en déficit calorique. Ah, c'est ton qui m'embête. Elle est en déficit calorique et elle arrive à faire du sport pour 5000 calories. Donc, c'est dire à quel point son corps devait être en détresse et à quel point elle était déconnectée de son corps pour ne même plus réaliser qu'il était en détresse et pour avoir besoin que son tracker d'activité lui dise que c'était énorme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le niveau de dissociation, de déconnexion de son corps qu'elle devait avoir pour pouvoir atteindre ça, c'est dingue. Et c'est inquiétant, surtout. Et sur mon téléphone, mon compteur de calories disait que j'avais mangé 300 calories. Les troubles alimentaires me touchent beaucoup parce que je ne comprends pas comment un comportement aussi fondamental que celui de manger peut dérailler à ce point.
L'alimentation est un aspect très important de notre vie. Il faut manger pour survivre. L'anorexie n'est peut-être pas la maladie mentale la plus courante, mais c'est une maladie très grave. La perte de poids devient si importante qu'elle peut être fatale. C'est peut-être pas la maladie mentale la plus courante, oui, mais chez les ados, quand même, surtout chez les jeunes ados filles, femmes, oui, fort, et de plus en plus chez les garçons aussi. Le taux de mortalité est d'ailleurs relativement élevé. Des études à long terme montrent qu'environ 8 à 9% des personnes atteintes d'anorexie meurent prématurément. C'est beaucoup. Et le sexe est un facteur de risque déterminant, parce que ce sont principalement les femmes qui sont touchées par l'anorexie et la boulimie. Quand je voyais d'autres personnes manger, je me disais, mais qu'est-ce que vous êtes faible. Wow, deux choses, c'est super intéressant. La première chose, c'est, je sais pas si elle va en parler, mais j'en parle quand même, c'est les conséquences physiques. Donc, quand elle dit qu'il y a un grand taux de mortalité, les conséquences physiques, c'est l'arrêt cardiaque. Parce qu'en fait, le cœur est un muscle. Quand on perd du poids de manière aussi rapide, de manière aussi peu saine, on perd du muscle, on perd énormément de muscle. Et donc le cœur aussi s'affaiblit. Et donc la crise cardiaque, c'est quand même la cause de mortalité des personnes anorexiques, mais il y a d'autres problèmes de santé. Il y a du reflux, de l'infertilité, la perte des règles, donc une perturbation du cycle hormonal. Bon, je suis pas médecin, hein, je vous dis ce que je connais. Sûrement des choses que je, voilà, que je, qu'il faudrait peut-être compléter, donc complétez-le en commentaire ou dans le chat. Euh, mais les conséquences physiques sont vraiment énormes, énormes et graves. C'est vraiment pas anodin, quoi. Donc, ça, c'est les conséquences physiques. Après, il y a toutes les conséquences mentales, tout le harcèlement mental que vivent les personnes qui souffrent de ces troubles. Deuxième chose, là, elle vient de dire, quand je voyais les gens manger, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont faibles. Ça me rend, enfin, ça me, en fait, ça me bouleverse d'entendre ça. Parce que, pour moi, la manière dont je vois les troubles alimentaires, et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent, ça leur a directement parlé quand, quand j'ai exprimé cette manière de voir les choses. À, à savoir que moi, je vois les gens à partir du moment où ils sont quand même, soit ils commencent à voir les conséquences de leur anorexie ou de leur hyperphagie, peu importe, ou boulimie, soit ils, ils veulent s'arrêter, mais donc c'est qu'ils voient les conséquences. Je sais pas si ce que je vais dire est entendable pour les personnes avant, mais en tout cas, moi, la manière dont je vois les troubles alimentaires, c'est comme des petits harceleurs qu'on a dans la tête. Vraiment des harceleurs qui nous laissent pas tranquilles, qui disent des petites choses, mais qui ont l'air de rien. Prises séparément, ça a pas l'air de grand-chose, mais en fait, mis les uns après les autres, les uns à côté des autres, ça, ça prend la tête, ça gâche la vie, ça gâche la qualité de vie des gens, ça les rend déprimés, dépressifs, enfin, ça gâche leur relation aux autres, enfin, c'est horrible. Ça gâche leur estime d'eux-mêmes avant tout. Euh, et donc, qu'elle dise ça, pour moi, ça veut dire que ce petit harceleur qu'elle avait en elle était aux commandes. Était aux commandes et qu'en fait, on n'entendait plus du tout sa voix. Alors, je me souviens plus de son prénom, mais Alicia, je pense, on n'entendait plus du tout la voix d'Alicia, quoi. Donc, il y avait que la voix du harceleur. Et je vais ajouter quand même un élément super important pour moi. Cette part de nous que j'appelle le petit harceleur, de base, elle veut notre bien. Ça, c'est le point le plus important à comprendre. Et elle l'a dit. Elle a dit au début, c'était pour sentir que j'avais prise quelque part dans ma vie, dans un moment où tout s'effondrait. Cette part d'elle, cette part de nous,
qui nous harcèle au bout d'un moment, de base, elle veut notre bien parce que toutes les parts de nous sont dans notre camp, en fait. Je peux pas croire qu'il y ait une part de moi qui soit contre moi. Sauf que c'est vraiment la part, elle pète un câble. Elle pète un câble, elle sait plus, elle déraille, elle part en roue libre et elle est vraiment un délire mégalo. Voilà, la part de nous, elle a un délire mégalo et elle croit qu'elle peut tout décider, tout faire et elle devient méchante. Alors, on pourrait discuter de pourquoi méchante. Est-ce qu'on a internalisé une manière méchante de prendre soin de nous? Je pose ça là. Non, sincèrement, ça pour moi c'est super important dans les troubles alimentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais que vous pensez peut-être souffrir de troubles alimentaires, commencez à regarder, commencez à vous écouter, commencez à écouter cette petite voix. Parce que dire les autres sont faibles parce qu'ils mangent, ça veut dire que moi, dès que je mange, la voix elle dit quoi? T'es faible, t'es faible. Vraiment, vraiment, tu succombes à la faim? À la faim? Bah oui, désolé, c'est quand même un besoin primaire. C'est comme si je succombais à faire pipi. Ben oui, au bout d'un moment, ma vessie, elle craque si je ne fais pas pipi. Donc il n'y a rien de faible, c'est juste la physiologie, c'est juste des besoins humains. Donc, si vous avez l'impression que peut-être vous souffrez de troubles alimentaires, ou en tout cas que vous avez des difficultés avec l'alimentation, ça vaut le coup de commencer petit à petit à regarder, à écouter cette voix autrement, à se dire, est-ce que la manière dont elle dit les choses me fait vraiment du bien? Vous mangez, pas moi. Je suis forte. Je contrôle ma faim. Juste ça. Ça me demandait beaucoup d'énergie, bien sûr. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée prisonnière de ce pouvoir que je pensais avoir sur moi-même, de cette croyance que je n'avais pas besoin de manger pour continuer à être performante. Ça m'apportait tellement que c'est devenu facile. La question du contrôle est au cœur des troubles alimentaires. Souvent, il y a trop ou trop peu de contrôle. C'est un moyen de gérer son identité. Les troubles alimentaires ont des causes multiples. Mais tout d'abord, il faut rappeler qu'ils sont fortement liés à la génétique. Mais d'autres facteurs entrent également en jeu, comme la puberté. Elle peut déclencher Facteur, il y a une myriade de facteurs, il va les exprimer. Mais le facteur euh, le plus sûr pour qu'il y ait des troubles alimentaires chez quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est 100%. Ça ne veut pas dire que si vous, c'était votre cas, d'office, vous avez des troubles alimentaires aujourd'hui. Mais disons que c'est le plus sûr, vraiment. On fait ça, on vous met toutes les chances du monde d'avoir des troubles alimentaires en grandissant. C'est le régime alimentaire dans l'enfance. La plupart des femmes qui ont des troubles alimentaires une fois ados, adultes, bah, la plupart du temps ça commence ado, ont fait leur premier régime, tenez-vous bien, à 8 ans. Donc, et moi je le vois, dans ma clinique ça se confirme. Sincèrement, c'est rare qu'il y ait des femmes où c'était plus tard. Moi personnellement c'était plus tard. Mon premier régime c'était plus aux alentours de 17 ans, mais mes troubles alimentaires avaient déjà bien commencé avant. Et le discours autour de la nourriture et de la restriction avait déjà bien commencé avant. C'est juste qu'avant ça, j'étais pas suffisamment grosse. J'étais pas grosse du tout, hein, pour commencer un régime. Mais donc ça, c'est super important. Les facteurs génétiques aussi, mais ça comme tout, ça veut dire qu'on a des facteurs génétiques qui nous rendent plus propices la- à l'addiction aussi, par exemple. Bah, il y en a d'autres qui nous rendent plus propices aux troubles alimentaires. Donc, je connais pas exactement les détails, mais comment est-ce qu'un facteur génétique peut nous induire dans un trouble alimentaire? Bah, par exemple, si dans mes gènes, j'ai un corps qui ressent moins facilement la satiété ou plus vite la satiété. Tout comme les personnes qui souffrent d'alcoolisme, très souvent dans leur famille, c'est des familles d'alcooliques, donc il y a plusieurs générations d'alcooliques, et on a remarqué que ces personnes-là, en fait, traitaient beaucoup trop bien l'alcool. Et donc, en fait, ils tiennent beaucoup mieux l'alcool que la plupart des gens. Et du coup, au final, ça fait qu'ils ont une proportion
à, à boire plus et donc à avoir plus de risques de devenir alcoolique. Ça, ça c'est vraiment la partie physiologique. Après, évidemment, il y a toute la partie psychologique de voir son père boire, de l'identité familiale, de on est tous une famille d'alcooliques. Typiquement, tout à l'heure, à la formation que je suivais, le, le formateur était normand et il disait qu'il y avait une valence culturelle à l'alcoolisme. C'était super intéressant. Et il disait que, par exemple, chez les Bretons, enfin, désolé, c'est pas du tout des stéréotypes, c'est vraiment statistiquement prouvé. Je suis pas en train de faire du racisme contre les Bretons, qu'on s'entende, mais que statistiquement, on a remarqué que chez les Bretons, il y a plus d'alcoolisme parce qu'il y a une valorisation culturelle à, euh, à boire de l'alcool. Et il disait que c'était quelque chose qu'on voyait dans plein de cultures euh, qui valorisent l'alcool. Et donc lui, il parlait aussi des Normands. Mais venez pas vous disputer pour le Mont-Saint-Michel ici. Je n'ai pas d'avis. J'ai des amis bretons et des amis normands. Je ne veux pas d'ennemis. Déclencher divers problèmes qui peuvent rendre les personnes vulnérables à ces troubles. Il y a aussi les expériences traumatisantes. Par exemple, les abus en tout genre, la perte d'un membre de la famille. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit la chose la plus importante à savoir en psycho, c'est que, franchement, si vous savez pas, c'est toujours inné ou acquis. Donc, vous vous posez une question, tiens, ce truc psy là, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est génétique? Ou bien est-ce que c'est acquis? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est environnemental? Est-ce que ça vient avec l'environnement dans lequel on évolue? Franchement, 99,99% du temps, c'est les deux. Oui, je suis belge, pour ceux qui sont surpris par les 99. Et donc, ça, super important. Il a parlé, je crois, ou bien c'est moi qui m'avance, des agressions sexuelles, des abus sexuels, etc. Tout à l'heure, j'entendais 40% des femmes obèses, en situation d'obésité, ont vécu des abus sexuels dans leur vie. Je me demande si c'était pas dans l'enfance. Faudrait que je revérifie les chiffres. Donc, oui, les abus vont avoir un impact sur la manière dont je vais m'approprier mon corps, vont avoir un impact sur plein plein de choses de cet ordre-là, et donc aussi sur mon alimentation, sur mon image du corps, sur un des symptômes des troubles alimentaires qui est la dysmorphophobie, qu'on appelle la dysmorphie aujourd'hui, parce que dysmorphophobie c'était quand même vachement long, donc ils l'ont rétréci, heureusement. Mais donc la dysmorphie, c'est le fait que le cerveau cognitivement dans notre tête, donc ici, sur cette partie-là, c'est là où on a comme une carte de notre corps dans notre cerveau. Donc imaginons que je me fais mal au nez, ben mon cerveau il va dire ah on a mal au nez, je le dis ici, là c'est le nez dans mon cerveau, ça s'active, le nez fait mal. Ben cette carte n'est pas à jour par rapport à mon corps. Il me voit, il me il me perçoit, la carte dit que je suis plus grosse ou plus mince que ce que je suis vraiment. Ça, c'est la dysmorphophobie. Donc, la conséquence, c'est que les filles super minces qui vous disent ah, je me sens grosse et que vous voyez comme des petites pétasses qui se sentent grosses, non, elles se croient vraiment grosses. Leur cerveau leur envoie vraiment le message qu'elles sont grosses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vivre la même chose quand on est en obésité et se sentir plus mince que ce qu'on est. Parce que peut-être on a pris du poids super vite, et que le cerveau n'a pas eu le temps de bien faire sa mise à jour, de bien se synchroniser avec la réalité du corps. Petite astuce, si vous vivez de la dysmorphophobie, alors c'est quelque chose qu'on peut traiter en profondeur, mais une petite chose qui fonctionne plutôt bien, c'est de se faire des automassages. Pourquoi? Parce que ça permet à mon cerveau de sentir, de comprendre où sont les contours de mon corps, et donc quelle taille je fais vraiment. Et aussi se regarder dans le miroir en vraiment, se faisant des automassages, en se touchant. On a l'air peut-être un petit peu bête, mais on s'en fout parce qu'on est là pour se soigner et pas pour avoir l'air malin. On a rien à cirer, vous faites ça dans votre chambre, vous faites ça tout seul, vous faites ça dans votre salle de bain, personne ne va rien voir et ça va permettre à votre carte dans votre cerveau de se mettre à jour, de se synchroniser avec la réalité de votre corps. On continue. Oh mon Dieu!
5 minutes de vidéo et je suis déjà à combien de minutes de blabla? 25 minutes. Allez, accrochez-vous. Ou celle d'un ami. Tout ça peut également augmenter le risque de développer un trouble alimentaire. Pourquoi les traumas augmentent les troubles alimentaires? Entre autres, simplement parce que les traumas nous obligent à trouver des moyens. Le trauma, c'est quoi? C'est une situation extrême à laquelle on va devoir s'adapter. Bah, du coup, d'office, on va s'adapter de manière extrême. Et donc, pourquoi pas les troubles alimentaires? Ça pourrait être plein d'autres choses, hein. J'étais simplement en surpoids. Il n'avait jamais été question de troubles alimentaires jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Quand j'allais vraiment pas bien, je prenais la voiture et j'allais au McDo ou ailleurs. Et je commandais de quoi manger pour 2 ou 3 personnes. Et une fois toutes les calories ingurgitées, je me sentais bien. Comme si j'avais besoin de remplir mon corps pour avoir un sentiment de sécurité. Le fait de se sentir bien à ce moment-là, en fait, c'est une vraie réaction chimique, hein. La boulimie, donc boulimie hyperphagique ou boulimie où on va avec compensation, donc où on se fait vomir ou peu importe. Quand on mange d'énormes quantités de nourriture, en fait, on dégage plein d'hormones dont la dopamine, mais pas que, qui nous mettent dans un état de transe, peut-être pas du même ordre qu'une drogue forte, mais franchement, si vous mangez beaucoup, 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 vous pouvez être un peu dans les vapes. Alors vous restez fonctionnel. Si quelqu'un rentre dans la pièce, vous savez qui c'est, vous savez le reconnaître, vous savez quelle heure il est, vous savez où vous êtes, etc. Mais vous êtes un peu comme dans un tampon, un peu cotonneux. Et quand on a des émotions fortes et qu'on veut les éviter, ben ouais, ça marche. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est soigné de ces troubles alimentaires, déjà, ça devient extrêmement difficile de faire des crises d'hyperphagie. Vraiment. On se finit par se demander comment est-ce qu'on pouvait manger pour 2, 3 personnes. Et on est beaucoup plus conscient de l'effet cotonneux dont je vous parle, parce que sur le moment, en fait, c'est tellement fort qu'on le sent même pas. D'autant plus que c'est quand même tout ce qu'il dit là, je me sentais mal, donc j'achetais pour 2, 3 personnes, etc. Par exemple, beaucoup de gens font ça dans des drives, mais il y a aussi plein de gens qui vont au supermarché, ils achètent plein de trucs, ils mangent dans leur voiture, etc. En fait, durant tout ce temps euh, de planification où je vais acheter, je mange et après, je suis dissociée. À partir du moment où je commence à déjà me dire je vais aller m'acheter des trucs à manger, etc., en fait, la roue, elle est déjà partie, le truc est déjà lancé et je suis déjà en dissociation. La dissociation atteint son pic au moment où je mange, où je suis complètement, en plus, un peu stone, avec tout le sucre, par exemple, ou tout le gras, ou tout le salé, enfin peu importe, ou même juste toutes les hormones qui sont activées parce que je mange. Mais on est dissocié durant tout ce temps. Donc déjà, rien que la dissociation, elle fait en soi du bien quand je veux éviter mes émotions. Quand on mange, on ne ressent plus la satiété. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est que d'être rassasié, d'être plein ou d'avoir faim. Soit mon corps est complètement vide, soit il est suralimenté. Le trouble de l'hyperphagie boulimique se caractérise par des crises de boulimie pendant lesquelles les personnes ingèrent de grandes quantités de nourriture, généralement en moins de 2 heures, et bien plus que ce que mangeraient d'autres personnes. Elles ont le sentiment de ne pas pouvoir contrôler ce qu'elles mangent, ni en quelle quantité. Il y a d'autres caractéristiques, comme le fait de manger en cachette ou seul, par honte, en raison de la quantité ingérée.
De très nombreuses personnes souffrent d'hyperphagie boulimique. Mais il est très difficile de donner un chiffre exact, car les personnes concernées en parlent peu. Cependant, en incluant les personnes souffrant d'hyperphagie boulimique, on estime que dans un pays comme la France, environ 15% des hommes et jusqu'à 20% des femmes souffrent d'un trouble alimentaire. C'est un chiffre extrêmement élevé. J'ai toujours aimé manger, même enfant. J'étais incapable, par exemple, de garder un paquet de bonbons plusieurs jours. Il fallait que je finisse tout d'un coup. Comme j'étais déjà un peu en surpoids, j'avais honte de moi. Et j'avais l'impression que je plaisais à personne. Ce que nous appelons la grossophobie est un problème grave, car elle conduit les personnes en surpoids à avoir honte d'elles-mêmes. Et plus elles ont honte, plus elles souffrent en silence. C'est vraiment super important. La grossophobie, voilà, il y a plein de choses à dire dessus. On pourra peut-être faire une vidéo dessus. Mais là, pour rebondir exactement sur ce qu'il dit, c'est que, entre autres, dans toutes les croyances de grossophobie, il y a la croyance que si la personne est grosse, c'est parce qu'elle a un manque de volonté. Le problème étant que ce n'est pas du tout un manque de volonté. Sincèrement, la plupart des personnes grosses ont déjà fait un régime dans leur vie, ce qui, soit dit en passant, les a rendus plus gros, mais enfin. Parce que faire un régime, ça fait grossir, on le saura maintenant. Euh, donc, il n'y a pas plus... Il y a personne, en fait, qui a plus de volonté que quelqu'un qui fait un régime. Si vous avez déjà fait un régime, vous savez à quel point ça demande de la volonté de faire un régime, à quel point ça demande d'être fort, à quel point ça demande de s'oublier, de résister, à quel point c'est une souffrance. Hein. Il n'y a rien de pire, s'il y a probablement pire, mais c'est horrible. C'est se laisser mourir de faim, enfin, c'est avoir faim tout le temps, c'est horrible. C'est essayer de nier un de nos besoins les plus drastiques. Et en plus, quand on souffre de problèmes de poids, ben, parfois on perd vite d'un coup, puis on stagne, puis machin. Et en fait, la seule explication qu'on nous donne à chaque fois, c'est tu ne veux pas assez, tu manges probablement en cachette, tu fais semblant, tu manges trop, tu manges pas assez bien, tu fais pas assez de sport. Et en fait, toutes ces explications sont des fausses explications. Je rentrerai peut-être pas dans les détails parce que moi je suis psy, je suis pas nutritionniste, mais j'ai fait une autre vidéo que je vous mettrai quelque part là-haut pour avoir plus de réponses par rapport à ça. Et donc, évidemment que ça atteint l'estime de soi parce qu'on se dit et qu'on a honte parce qu'on se dit bah si je suis grosse c'est que j'ai pas assez de volonté donc c'est que je suis pas une personne assez forte et donc c'est que bah, je dois avoir honte et que je vais me cacher etc etc. Quand les autres allaient en boîte le week-end, j'y allais aussi. Mais j'étais mal à l'aise. Parce que je transpirais beaucoup et que j'étais vraiment beaucoup plus gros que les autres. J'ai fini par dire non à des activités que j'aurais aimé faire et qui avaient l'air fun. Je me suis renfermé sur moi-même et je suis passé à côté de beaucoup de choses au niveau relationnel. Vous voyez quand il dit ça on a envie de dire bah, pourquoi t'arrêtais pas juste de manger alors si les conséquences étaient tellement horribles? Et c'est là qu'on passe complètement à côté de la problématique des troubles alimentaires. Maintenant que je suis guérie de mes troubles alimentaires, je peux vous dire que oui, en effet, il suffit d'arrêter de manger. On peut juste s'arrêter de manger, même quand on a faim, quand on n'a pas de troubles alimentaires. C'est exactement comme dire à un alcoolique, pourquoi t'arrêtes pas de boire de l'alcool? Si ton problème c'est que tu bois trop d'alcool ou que t'as des problèmes de foie parce que t'es alcoolique, bah juste arrête de boire. C'est passer complètement à côté de la question. C'est justement la question, c'est qu'on n'arrête pas de boire. C'est qu'on ne sait pas s'arrêter de boire, qu'on ne sait pas s'arrêter de manger. Donc, il y a ma superviseuse, Vera Likash, qui disait que un de ses propres profs à elle, mais je ne me souviens pas de quel était ce prof, disait que si la réponse est toute simple, comme bah, il y a une bouteille là, la bois juste pas, et que tu n'arrives pas à le faire, c'est que le problème, c'est autre chose. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que c'est pas la bouteille, le problème, en fait. Comme l'a très bien dit Alicia au début du reportage.
du documentaire. Quand j'ai commencé à vivre seul, j'achetais beaucoup à manger, comme si c'était une drogue. J'avais pas de repas équilibré. Je mangeais pas pour me nourrir, mais pour ressentir du plaisir. Nous savons que les personnes J'ai beaucoup de patientes qui mangent le soir parce qu'en fait, enfin, c'est une des raisons, mais c'est une raison importante, parce qu'en fait, elles ont juste pas assez eu de plaisir dans la journée. Elles ont fait aucune activité qui leur fait plaisir, que des contraintes. Et par exemple, des patients de douleur, que des douleurs durant la journée, que des contraintes, que de la déprime. Je parle pas ici de dépression nécessairement, vraiment juste un sentiment de déprime. Bah oui, si je prends un cookie le soir, ça me fait un peu plaisir, du coup j'en mange deux, du coup j'en mange trois, du coup je suis complètement déconnectée de mon corps, du coup je finis le paquet et même plus. qui souffrent d'hyperphagie boulimique sont plutôt impulsives. Et chez elles, la notion de perte de contrôle est particulièrement importante. Elles ont souvent du mal à réguler leurs émotions. Alors, elle est bien cette dame, je pense que c'est une psychiatre. Oui, c'est souvent une question de régulation des émotions complètement. Moi, quand je commence une thérapie de troubles alimentaires, je vais d'abord explorer comment la personne régule ses émotions. Et la plupart du temps, c'est de l'évitement. Et la nourriture est une manière d'éviter ses émotions. Elle a totalement raison. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer avant même de commencer à faire des exercices. C'est bien de faire des exercices. Je prescris des exercices autour des troubles alimentaires. Avant même tout ça, c'est juste, hé, venez pour le moment. Tout ce que vous faites pour gérer vos émotions, c'est refermer la casserole, la resserrer encore plus. Je vous mettrai un autre lien pour une autre vidéo si vous voyez pas de quoi je parle. Mais peut-être on va pouvoir un peu trouver des manières d'exprimer ses émotions, de laisser sortir un peu la vapeur de la casserole, parce que je sens que ça va exploser. Et manger est un moyen de réguler les émotions négatives. J'étais épuisé, j'étais à bout, très agité. J'arrivais pas à dormir. Je laissais la lumière allumée dans ma chambre toute la nuit pour pas m'endormir, parce que j'avais peur de mourir si je m'endormais. J'attrapais des bonbons ou autre chose de mauvais pour la santé et je me gavais. Ça me donnait l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose, de faire, et je sais que ça a l'air stupide, une tâche que je peux accomplir, de me sentir pour un court moment plus sûr. Clairement, il y a des angoisses extrêmement violentes qui sont liées à tellement autre chose que des bonbons. Mais les bonbons, c'est une manière de gérer ses angoisses, parce que du coup, ça lui permet de pas dormir, de faire quelque chose, de s'occuper, d'occuper ses mains, etc. De moi. Il est important de savoir que dans le cas de l'hyperphagie boulimique, les malades n'ont pas de comportement compensatoire. Ils n'ont donc aucun moyen de brûler ces calories. C'est pourquoi, à moyen et long terme, ils sont en surpoids et peuvent même développer une obésité. Exactement mon cas. Mais du coup, c'est intéressant, elle avait parlé d'impulsivité juste avant et j'y repensais. Euh, c'est Esther Taïfet qui m'a dit, enfin je sais pas si vous la connaissez, c'est une autre youtubeuse, qui m'a dit qu'il y avait une énorme corrélation entre le fait d'avoir un trouble de l'attention et le fait d'être en obésité. Donc d'avoir des difficultés alimentaires et d'être en obésité. Donc il y a quand même des études qui sont faites par rapport à ça. Ce que je trouve très intéressant. Parce que ça sort aussi de la notion du trauma, etc. Ça amène encore d'autres choses. Pour les personnes souffrant de crises de boulimie régulière, nous avons développé une approche thérapeutique. Elle vise à les aider à détourner leur attention des aliments qu'ils trouvent très appétissants et à renforcer leur maîtrise de soi. Le plus difficile, c'est le Si vous me connaissez, vous allez savoir que je suis très sceptique, mais je vais les laisser parler avant de dire ce que je pense. sentiment de perdre le contrôle, l'impression de ne pas pouvoir contrôler son comportement.
Nous avons développé un exercice à faire sur l'ordinateur. Les patients doivent détourner leur attention des stimuli alimentaires tentants. Nous complétons cela par une stimulation cérébrale non invasive. Il s'agit d'un léger courant continu, appliqué de l'extérieur, qui atteint les zones du cerveau importantes pour le contrôle du comportement. Ok, j'arrive plus à me retenir. Donc, les troubles alimentaires, toute ta tête passe tout son temps à te dire d'éviter la bouffe, évite la bouffe, évite la bouffe, n'y pense pas, ne regarde pas, n'achète pas la bouffe. Bref, c'est déjà de l'évitement en puissance 1000. Et eux, ils donnent des exercices pour améliorer encore plus la compétence d'évitement. Il y a un truc qui m'échappe. Les personnes apprennent à détourner leur attention et à terme, elles vont pouvoir passer dans les rayons du supermarché sans être tentées. Oui, mais le problème, c'est pas de passer dans les rayons du supermarché en étant tentée, madame. Que je l'avais bien il y a 5 minutes, mais c'est passé. Le problème, c'est qu'on a un harceleur dans notre tête qui n'arrête pas de nous dire qu'on vaut rien. Si j'arrive à passer dans le supermarché sans être tentée, je peux vous assurer que mon harceleur, il ira juste sur autre chose. Donc, la solution, c'est pas de créer plus d'évitement encore, mais de permettre justement aux gens de se connecter à leur propre corps. Non, mais désolé, le problème même de l'anorexie, là, parce que là, elle parle d'hyperphagie, mais même de l'anorexie, de tous ces troubles alimentaires, c'est qu'on est déconnecté de son corps, c'est qu'on est dissocié perpétuellement. Et elle vient créer encore plus de dissociation. Mais ça me rend malade. Ça me rend malade. C'est horrible, en fait, c'est pas du tout bon. Parce que je sais pas si vous réalisez, mais ça veut dire que c'est encore plus se déconnecter, c'est encore plus se dissocier. Tout le travail thérapeutique, c'est de se réassocier, de se reconnecter à ces sensations corporelles, à ces sensations de faim, de satiété. Et en plus, quand ils font ce genre d'exercice, qu'est-ce qu'ils envoient comme message? Les scientifiques, donc les experts, donc ceux qui savent toujours mieux que tout le monde, ils envoient le message que les nuggets, c'est mauvais, c'est mal. Il faut pas regarder les nuggets. Pourquoi on peut pas manger des nuggets? Bien sûr qu'on peut manger des nuggets si on a un rapport sain à son corps, un rapport sain connecté à ses sensations, à ses envies, à ses émotions. On peut manger des nuggets comme toutes les personnes qui ont une corpulence qui est saine et qui leur pose pas de problème dans leur santé physique et mentale. Et on peut s'arrêter quand on a juste plus envie de nuggets. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Pas à croire que les nuggets, c'est mauvais pour la santé. Oh purée, je suis déçue. J'ai fini par appeler ma maman et je lui ai dit en larmes, « Maman, je n'en peux plus. Je vais me faire hospitaliser. » À ce moment-là, je pesais 46 kilos. Même si au fond de moi, je continuais à me dire que j'allais m'en sortir toute seule, que c'était pas si grave, que j'arriverais bien à manger normalement un jour. Après avoir perdu encore 8 kilos à l'hôpital, les médecins m'ont mise dehors. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Vous ne voulez pas coopérer. Vous Problème de volonté. Même à l'hôpital, c'est un problème de volonté. pourrez toujours revenir quand vous aurez réglé votre problème. Ma maman est venue me chercher en pleurs. Évidemment, la question du pourquoi se pose. Pourquoi ma fille, alors qu'elle est si forte, qu'elle réussit toujours tout, qu'elle ne se laisse pas faire? Pourquoi elle? Pourquoi je ne l'ai pas vue plus tôt? Pourquoi je me suis contentée de phrases toutes faites et je n'ai pas cherché plus loin? Et puis on vit dans un petit village. Les gens vont penser que tu as échoué. C'est le genre de choses que je me disais. La question de la perte de contrôle est certainement un sujet sensible dans ma famille.
Je sais très bien d'où ça vient. Oui, j'aime. Elle a rien dit. Entre autres, je peux imaginer. Enfin, pour moi, c'est pas cette madame, c'est pas cette dame en particulier, c'est toutes les mamans, et même les papas. Parce qu'elle-même a été élevée dans un monde grossophobe, un monde qui valorise les régimes et le fait de ne pas s'écouter, de ne pas écouter son corps, et qui valorise le fait d'être mince. Et donc, elle est dans le même carcan, elle doit aussi déconstruire la famille, les familles, les conjoints, dans les troubles alimentaires, ont aussi énormément de choses à déconstruire. Moi aussi, tout contrôler. Alles unter Kontrolle. Ensuite, j'ai eu la chance qu'une jeune médecin s'installe dans notre village. Quand je me suis retrouvée assise devant elle, elle m'a dit « Alicia, il te reste maximum 2 semaines à vivre. Tes organes ne tiendront pas plus longtemps. » Ma mère m'a ensuite ramenée à la maison et a fait à manger. Mais je voulais pas manger. Quand elle a vu que je refusais de manger, elle m'a dit « C'est pas grave. Tu peux laisser ton assiette. Mais alors on va aller choisir ta pierre tombale. » Je vois mon retour. Ça m'émeut de fou. Parce que, évidemment, que ce qu'elle vivait devait être horrible pour en arriver à être aussi proche de la mort. Mais je me dis, la mère, sa mère, devait se sentir tellement impuissante et dévastée. Depuis que les enfants sont petits, depuis la naissance, depuis la seconde où le bébé naît, que, que ce soit le bébé qui sort de son corps, son propre corps, je veux dire, du corps de la maman, ou que ce soit parce qu'on les a adoptés, ou que, enfin, peu importe en fait. La première question, c'est est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a faim, comment lui donner à manger, comment répondre à ce besoin, et ça me va loin que cette maman. Tu m'étonnes qu'elle devait se sentir en échec, et son sentiment de contrôle à elle, il devait être vachement puissant aussi. Und dafür schämt man sich als Mutter natürlich ganz. En tant que mère, je ne suis pas fière de ce que j'ai dit, mais je ne savais plus quoi faire. Nie weiter wusste. Mais Und pour dann elle, war ça a été un point de bascule. der Startschuss. Ich habe Je lui ai fait comprendre que je n'en pouvais plus signalisiert, et qu'elle n'y arriverait pas non ich plus. kann nicht mehr und du wirst es auch nicht schaffen. Et heureusement, Und das war elle a réalisé qu'elle devait agir. loszulegen. Nous avons développé une approche thérapeutique pour les personnes souffrant d'anorexie. Elle utilise la réalité virtuelle pour mieux traiter les troubles liés à l'image corporelle. La grande mode en psycho depuis 10 ans, c'est la réalité virtuelle. Perso, je l'ai utilisée quelques fois. Ça m'a jamais convaincue, donc laissons-les expliquer. On verra. L'objectif est de montrer aux patients un corps dans un environnement de réalité virtuelle, un corps qui pourrait être le leur. C'est évidemment un corps artificiel et il a un poids normal. Normal voulant dire ici dans la norme, c'est-à-dire la moyenne générale des gens. Euh, Pas dans le sens standard, parce que dans notre vocabulaire, on confond souvent les deux. Vous voyez, c'est super intéressant pour le coup, franchement. Ok, je n'ai rien dit. Euh, Super intéressant, c'est par rapport à ce que je vous ai dit de la carte du cerveau. Ça permet du coup au cerveau
de pouvoir déjà s'habituer au corps plus gros avant même qu'elle le vive, qu'elle l'habite ce corps. Franchement, je trouve ça cool. C'est un stimulus anxiogène pour ces personnes qui ont très peur de prendre du poids. Alors quand elle dit c'est un stimulus anxiogène pour les personnes qui ont peur de prendre du poids, ouais, sa voix minimise énormément ce que c'est comme stimulus anxiogène. Je sais pas si vous réalisez, mais mettre une personne anorexique, ici c'est vraiment l'anorexie, mettre une personne anorexique devant une assiette, c'est pour son système nerveux, c'est comme s'il y avait un lion devant elle, à certains moments de sa maladie. Donc j'ose pas imaginer à quel point ce genre de stimulation, stimuli, stimulus, peu importe, ce genre d'expérience peut être anxiogène pour certaines patientes. Mais super chouette idée quand même, hein, mais enfin bon. On utilise en fait les mêmes mécanismes que dans les thérapies par exposition. On confronte les patients aux stimulus anxiogènes jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent gérer leur peur. Donc eux, ils font pas ça dans l'idée de la dysmorphie dont je vous parlais, etc. Ils font ça vraiment dans une idée très TCCI, donc très thérapie cognitivo-comportementale, où la base de la base, c'est la désensibilisation aux stimuli anxiogènes. Et donc l'idée, c'est que plus vous allez être confronté à la chose qui vous fait peur, mais en voyant qu'en fait, il vous arrive absolument rien de grave, rien du tout va bien, vous êtes toujours vivant, vous avez aucune raison d'avoir peur, ben plus, moins vous serez anxieux au moment d'être face à ce stimuli. Waouh! J'ai réussi à dire cette phrase. On fait ça avec les araignées aussi, on fait ça avec plein de choses. Et dans ma manière de faire de la thérapie, évidemment, au bout d'un moment, j'utilise aussi ça, aussi une forme d'exposition. Alors, c'est clairement pas celle-là, mais on va aussi travailler sur ce genre d'exposition. On pense souvent qu'il suffit de se mettre un doigt dans la gorge pour vomir. Mais j'ai toujours évité ça. À la place, je buvais de l'alcool, je fumais ou je mangeais des aliments périmés jusqu'à ce que les vomissements arrivent naturellement. La boulimie se caractérise par une consommation excessive d'aliments suivie de vomissements ou d'autres comportements compensatoires. Mais il faut savoir, et c'est très important, que le terme de purge ne désigne pas seulement les vomissements intentionnels, comme beaucoup le pensent, mais tout ce qui vise à empêcher l'absorption de calories. Et puis il y a l'aspect émotionnel qui joue également un rôle clé dans la boulimie. Après les crises de boulimie et les vomissements, les personnes concernées ressentent souvent de la culpabilité et de la honte. D'où l'important de travailler les émotions quand on travaille les troubles alimentaires. La plupart du temps, quand on commence à travailler ces troubles alimentaires, on n'arrive pas à se poser et se demander ce qui se passe en nous avant la crise. On n'y arrive pas, certainement pas pendant la crise. Par contre, un des premiers endroits où on peut travailler, c'est après la crise. Alors au début, pas tout de suite après. Parfois, c'est le lendemain. Bon, vaut mieux pas que ce soit au bout de 2, 3, 4 jours, ça devient trop loin, mais quand on a repris ses esprits, en fait. Et donc là, on peut déjà commencer à se poser la question de qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je voulais éviter, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient mes émotions, etc. J'ai toujours été très préoccupée par mon apparence et mon corps. Et je me sentais décalée. Au Brésil, les gens ont des morphologies très différentes, donc on y fait moins attention. Mais quand j'ai déménagé en Italie, puis en Allemagne, c'est devenu peu à peu une idée fixe. Petit point. Ça veut pas dire qu'elle aurait pas vécu un mal-être quand même au Brésil, pardon. Ça veut dire que son mal-être se serait exprimé autrement. En Italie, en Allemagne, je peux imaginer
qu'il y a plus de préoccupations autour du poids ou du corps, peut-être, qu'au Brésil, j'en sais rien, c'est vraiment une hypothèse. Mais du coup, elle est plus invitée, surtout en tant que femme, surtout si elle est jeune, à exprimer sa souffrance sous forme de troubles alimentaires. Peut-être qu'au Brésil, elle aurait été invitée à exprimer sa souffrance autrement. C'est comme les hommes, par exemple, les hommes sont culturellement, dans notre société, plus invités à exprimer leur souffrance plus sous forme de soit colère, troubles impulsifs, etc., soit dépression. Les hommes sont très sujets à la dépression. Je pose ça là, c'est important. Ça ne veut pas dire que tous ces troubles mentaux sont des inventions. Ça veut dire qu'on est dans une société, notre mental, parce que rappelons-le, l'anorexie, c'est l'anorexie mentale. C'est avant tout notre tête qui est malade, notre tête qui est gangrénée par ce petit harceleur dont je vous parlais au début. Donc, le, le, notre tête est baignée de culture. Et donc, notre tête, il va avoir des délires, dans le sens très très large du délire, liés à notre culture. D'accord? C'est prouvé qu'il y a des maladies mentales qui existaient il y a des centaines d'années, j'exagère, qui n'existent plus aujourd'hui. C'est aussi prouvé que dans d'autres parties du monde, il y a des troubles mentaux que nous, on ne voit jamais ici. Ça veut pas dire que c'est inventé, ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut pas dire que les gens font semblant. Oh Seigneur Dieu, s'il vous plaît, ne pensez pas que les gens font semblant. Ça veut juste dire que notre cerveau est baigné dans une certaine culture et qu'il va chercher dans la culture. Je vous donne un exemple très concret. La psychose, les délires psychotiques sont teintés de notre culture. La psychose, on pourrait faire tout un sujet dessus, c'est incroyablement intéressant au niveau neuroanatomique, au niveau cognitif, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Moi, je suis fascinée par ça. Mais donc, disons que de manière générale, il y a un problème de traitement de l'information, je vous fais vraiment très 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 court, au niveau de la psychose. Et donc, dans ce bug d'information, de traitement de l'information, il faut quand même mettre du sens. Il faut que les choses aient quand même un minimum de sens pour les psychotiques, parce que le cerveau, son objectif de base, c'est de mettre du sens sur ce qui nous arrive. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Ok? Donc, quand il y a un bug, lui, il se dit, il faut que je mette du sens sur ce bug. Et où est-ce qu'il va aller chercher le sens? Dans notre culture, dans nos référents culturels. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on voit beaucoup de délires psychotiques autour de, du traçage, par exemple, informatique, des gens qui pensent qu'on les espionne, des gens qui pensent que les machines leur parlent, parce qu'on vit dans un monde extrêmement numérique. Et donc, les délires se mettent là-dessus. Mais il y a 30 ans, c'était sur d'autres sujets. Par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était beaucoup plus avec des espions, des gens qui nous suivent, etc. Pardon, je voulais dire la guerre froide. Donc, dites-moi vraiment si c'est pas clair en commentaire ou dans le chat et je serai un peu plus, je prendrai un peu plus de temps là-dessus. Je dirais que cette tendance a toujours existé en moi. Mais suite à une relation très difficile avec mon ex, elle s'est renforcée. Il était obsédé par la beauté et je me suis laissée entraîner. Je suis devenue complètement accro aux réseaux sociaux et à la télévision. Voilà, donc en plus, elle est encouragée dans son couple là-dedans. Ma vie quotidienne a perdu tout son sens et ne tournait plus qu'autour de l'apparence physique. Les adolescents qui se sentent le plus seuls, ce sont ceux qui utilisent beaucoup Internet. En particulier les réseaux sociaux où sont censées se dérouler les relations avec d'autres. Les filles y sont aussi confrontées à des idéaux de minceur. Après, on peut le prendre dans l'autre sens aussi, hein. Peut-être que c'est parce qu'ils se sentent seuls qu'ils sont beaucoup sur Internet. Ça peut être un facteur déclencheur pour commencer un régime. Je suivais beaucoup de comptes de mannequins et d'influenceuses qui donnaient des conseils.
pour poser, paraître plus mince, bien se comporter. Internet et la télévision nous influencent beaucoup dans notre façon d'être et nous font oublier qui nous sommes vraiment. En fait, si tu as des insécurités, tu vas avoir des réponses hyper faciles. Ah, tu te sens mal dans ta vie, oh, t'as l'impression que tu contrôles pas ta vie, ben perds 5 kilos, tu vas voir, ta vie va être géniale. Allez, ici, pour le moment, c'est sur les réseaux sociaux qu'on le sent. À mon époque, quand j'étais jeune, c'était les magazines. Moi, je me souviens du nombre de magazines. Il y avait des régimes tout le temps en première page, tout le temps des régimes. Et ça, les titres te donnaient l'impression que ça allait te sauver la vie, quoi. Tu perds 5 kilos, tu suis ce régime qui a été pensé par une éditrice, hein, enfin une chroniqueuse, une journaliste, pas du tout un médecin ou même peu importe. À l'époque, les médecins, je sais pas s'ils auraient fait 1000 fois mieux, mais euh, qui était ce régime de 2, 3 semaines était censé te sauver ta vie, quoi. Enfin, Bridget Jones, c'est ça, hein, sa vie, c'est de la merde et elle est censée perdre 5, 10 kilos, je sais pas. Et ces 5, 10 kilos sont censés résoudre tous ses problèmes. Franchement, quand on le dit comme ça a l'air absolument absurde. Mais quand on est désespéré et que c'est bien amené et que tout le monde le dit, pourquoi pas d'essayer? Et en plus, quand on fait un régime, c'est ça le truc pervers. Au début, on sent vraiment du contrôle. On voit le poids descendre et on se dit waouh, la sensation de contrôle, elle est trop chouette, elle est trop cool. C'est pour ça que je vous dis, de base, c'est une solution qui devient un problème avec des grosses conséquences. Et qu'il y a une vie en dehors des réseaux sociaux. On ne peut pas nager dans la mer sans être mouillé. De même qu'on ne peut pas vivre dans une société obsédée par les régimes et la minceur sans en être imprégné, au moins en partie. J'avais vraiment honte de mes crises de panique et aussi du fait que je suivais une psychothérapie. J'en parlais pas. Qu'il s'agisse d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie boulimique, les personnes touchées ressentent souvent de la honte et se sentent stigmatisées. Elles se replient sur elles-mêmes, car les troubles alimentaires aiment avant tout isoler leurs victimes et les couper de leurs proches. Petit harceleur. Et puis j'ai refait une crise de panique où j'ai vraiment pensé que j'avais gâché ma vie. Et que si je mourais maintenant, tout s'arrêterait. Dans ma panique, je me suis inscrit dans une clinique qui traite des troubles alimentaires. Ce que ma psychothérapeute m'avait déjà recommandé il y a plus d'1 an. Mais je voulais pas admettre que j'en avais besoin. Je m'étais imaginé, et je sais que ça peut paraître un peu idiot, qu'il y aurait beaucoup de personnes en surpoids et qu'on allait maigrir ensemble. Un peu comme dans l'émission The Biggest Loser. C'est comme ça que je m'imaginais les choses. Cette émission, faudra qu'on en parle. À l'hôpital, on suit chaque jour différentes thérapies qui visent à nous aider à démêler nos pensées et à comprendre notre corps pour identifier les problèmes. Et à un moment donné, j'ai fini par comprendre. Mon problème, c'est que je cache toujours tout et que je refuse d'admettre que je vais mal. Et puis j'ai commencé à manger. Et ça a empiré. Je suis passée des crises de boulimie aux crises de rage et de vomissements. À quoi ce comportement anorexique est-il lié? Et peu à peu, j'ai fini par comprendre que ce trouble alimentaire n'était que... Qu'est-ce que ça veut dire, n'était que? Mais au fond, oui, n'était que le symptôme d'une énorme dépression que je n'étais pas prête à admettre et à reconnaître.
Les troubles alimentaires sont souvent liés à d'autres maladies psychiques. C'est très important de comprendre ça. Par exemple, jusqu'à 75% des personnes concernées souffrent également d'un trouble de l'humeur, tel que la dépression. Dans le cas de la boulimie, il est particulièrement fréquent que les malades présentent aussi des symptômes de la dépression. Mais c'est vraiment pas toujours le cas, attention, hein. J'ai passé cette porte et là, je n'étais pas une malade. Pourquoi c'est pas toujours le cas? Parce que le fait d'avoir des troubles alimentaires permet parfois de garder la tête en dehors de l'eau. Du coup, on a l'air complètement fonctionnel. Et peut-être que si on n'avait pas les troubles alimentaires, alors on coulerait. En tout cas, c'est l'impression qu'on aurait. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Et du coup, on continue à maintenir les troubles alimentaires. Sauf que retirer les troubles alimentaires, c'est permettre aussi de se confronter à ce qui se passe et donc se permettre d'aller mieux, en fait. Ni une anorexique, mais tout simplement Alicia. Ce centre de consultation m'a sauvé la vie. Ça, c'est magnifique. Ça parle du petit harceleur dont je vous parlais. On entend enfin la voix d'Alicia, qui était cachée derrière ce petit harceleur, qui était cachée derrière les dépressions, qui était cachée derrière plein de choses. Et maintenant, on entend sa voix, quoi. Parce qu'il m'a permis de rencontrer quelqu'un qui m'a consacré du temps et qui, alors que c'est un centre spécialisé dans les troubles alimentaires, a concentré son attention sur ce qui se passait réellement en moi et a travaillé dessus. Encore l'autre jour, je disais à une patiente, moi, je vais pas me concentrer sur si vous avez perdu du poids ou si vous avez pris du poids, ça c'est le travail du médecin. Justement, quand on est thérapeute, c'est important qu'on puisse, dans une certaine mesure, se détacher de la question euh, du poids, en tout cas, pour aller creuser ailleurs. Si on reste fixé sur le symptôme, ça c'est pour tous les symptômes, si on reste fixé sur le symptôme, on passe à côté de la source du mal-être. Il y a une quête de perfection, de performance, des attentes élevées et l'obligation de les satisfaire. Mais tout ça génère une pression énorme. On ne peut qu'échouer. Alors survient une maladie qui va tout faire pour nous arrêter. Dans les troubles alimentaires, le corps est très souvent négligé. Il est comme détaché. C'est pour ça qu'on essaie de le ramener dans la conscience. En plus des entretiens, on utilise des méthodes plus créatives, comme la corde qui symbolise les limites du corps. Parce que les troubles alimentaires s'accompagnent toujours d'une perception corporelle perturbée. À l'hôpital, j'ai surtout appris que c'est important de prendre 3 repas par jour, à peu près à la même heure. Parce qu'au niveau physiologique, quand même, je l'ai pas encore dit, et ça fait 1 heure et demie qu'on est occupé, et donc waouh, je l'ai toujours pas dit. La restriction mène à la compulsion. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux, ou quand on fait régime, enfin peu importe la manière dont on appelle ça, quand on se restreint, que ce soit physiquement, on doit manger moins, ou que ce soit mentalement, par rapport à certains aliments, ou à certaines heures, ou à certaines couleurs, enfin franchement, il y a tellement de restrictions possibles et imaginables, les gens sont très créatifs quand ils nous proposent des régimes. Quand on est en restriction, on va compulser. La restriction mène à la compulsion. Et donc, une des premières étapes quand on soigne des troubles alimentaires, c'est d'arrêter la restriction. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des chemins pour y arriver. C'est tout à fait faisable. Et donc, un chemin, déjà, c'est de manger 3 repas par jour, par exemple. Euh, alors, dans l'autre cas, parce que lui, si je me souviens bien, il doit plutôt apprendre à ressentir sa satiété. Dans certains cas, ça peut être intéressant aussi. Ces 3 repas par jour peuvent permettre au corps de se réguler dans l'autre sens et ça peut permettre au patient de ressentir de nouveau de la faim et de ressentir de nouveau de la satiété. De laisser au corps le temps de ressentir de la faim, de permettre au patient de voir que quand j'ai faim, tout va bien. Il n'y a pas de gérer l'angoisse qui va venir avec, parce qu'il y a
en fait, la faim, du coup, ça veut dire ça lance le signal, et donc ça veut dire qu'il y a l'angoisse qui revient, etc. Je peux gérer l'angoisse sans manger. C'est une expérience que je peux faire. Comment les composer, avec combien de calories, etc. Ma psychothérapeute m'a aussi aidé à faire un emploi du temps pour toute Ça reste de la restriction, mais c'est des étapes qui peuvent être importantes. Ça dépend un peu de où on en est dans les troubles alimentaires, de comment les troubles alimentaires se manifestent chez nous. Mais faire un plan, compter les calories, ça reste de la restriction, si jamais. la semaine. Et j'y arrive. Je constate que mon poids est correct, que je suis en bonne santé. Il faut simplement que je regarde l'emploi du temps et que je m'y tienne. Parce que le but pour les gens qui sont hyperphagiques, sans compensation, excusez-moi, j'ai un bébé qui pleure. Le but pour ces gens-là, c'est pas de les rendre anorexiques, mais à un niveau OK. Ça, c'est super important de faire attention à ça. Il n'y a pas de niveau OK de l'anorexie, hein. Je sais pas si c'est clair ce que je dis quand je veux dire ça, donc je vais juste reprendre quand même. J'ai l'impression que parfois, quand on veut soigner les personnes qui mangent trop, je vais appeler ça comme ça, on va leur apprendre à contrôler leur alimentation. Et donc, en fait, on va en faire des petits anorexiques. Parce qu'en fait, on va quand même mettre de la restriction, on va les apprendre à se restreindre. Pour moi, c'est pas exactement ce chemin-là qui est intéressant. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'être reconnecté à son corps, d'être reconnecté à ses sensations de faim, ses sensations de satiété, de déconstruire toutes les croyances qu'on a autour de la nourriture. Et je vous jure on en a beaucoup, 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 beaucoup des croyances autour de la nourriture. De déconstruire toutes ces croyances et de retrouver en fait de la liberté dans l'alimentation. Waouh! En fait, c'est vraiment ça. Et pour moi, ce monsieur, il n'a pas de liberté dans son alimentation. C'est une nana extérieure qui lui dit combien de calories elle peut manger et quel aliment elle peut manger, et une autre nana extérieure qui lui fait son planning. Mais déjà, enfin, désolé, mais à quel point on peut infantiliser nos patients parfois. Et donc, où est sa liberté à ce monsieur? D'autant plus que, ouais, je vais pas le psychanalyser, hein, je le connais pas du tout ce monsieur, mais ça me fait penser que dans une problématique de dépression, c'est c'est Neuburger qui disait qui a écrit Exister, qui parle de la dépression. La problématique de la dépression, c'est la question d'exister. Comment j'existe? Comment ma voix existe? Comment je suis assertive? Quelle estime de moi? Quelle confiance en moi? Où est-ce que j'existe? Où est-ce que ma voix est entendue? Où est-ce que j'ai de la place? Tout ça, c'est la problématique de la dépression. S'il y a deux personnes extérieures qui, soi-disant, savent mieux que moi combien je dois manger, à quelle heure et comment, en quoi j'existe, sincèrement? En quoi j'ai une existence propre? Et donc, en quoi est-ce que ça soigne sa dépression à ce monsieur? Ça, c'est la question qui me vient quand je vois juste ces 3 secondes d'interview. Il ne s'agit pas tant de guérir le trouble alimentaire que de comprendre sa fonction. Quel rôle joue-t-il? De quoi me protège-t-il? Me donne-t-il un soutien, une structure? Il faut ensuite déterminer ce dont j'ai réellement besoin. Et après, je pourrai laisser partir le trouble alimentaire. Il dit partir. Moi, j'aime bien dire transformer. Ou plutôt lui rendre sa fonction première. Ce petit harceleur qui est arrivé dans un moment de ma vie où je manquais énormément de contrôle. C'est un petit manager, il veut tout manager, sauf qu'il devient mégalomane et il se prend pour un président dont je ne citerai pas le nom. Et du coup, ouais, il veut devenir dictateur. Mais de base, un manager, c'est vachement utile, franchement. Avoir un bon manager dans une équipe, c'est indispensable. Donc l'idée pour moi en tant que thérapeute, et je le dis à mes patients très tôt dans le suivi autour des troubles alimentaires, l'idée c'est certainement pas d'éjecter euh, la part d'eux qui gère les troubles alimentaires et que moi, là, ce soir, j'ai appelé petit harceleur. Non, l'idée c'est de permettre à ce petit harceleur de ne plus être harceleur. Tu veux m'aider, tu veux me faire sentir au contrôle, tu veux manager, tu veux me faire sentir que je peux arriver à atteindre des choses, que je peux créer de l'estime de moi, mais c'est un projet génial! Franchement, qui a pas envie d'avoir une part de soi qui veut faire ça? Juste, on va changer la manière, parce que clairement, ce truc qu'on fait depuis des années fonctionne.
mais c'est extrêmement coûteux. Enfin, a fonctionné. La plupart du temps, quand les gens arrivent, ça ne fonctionne plus depuis très 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 longtemps. C'est extrêmement coûteux. Entre autres, ça va me coûter ma vie. Donc, pour moi, c'est plus pour libérer aussi ce petit harceleur du délire dans lequel il est parti. Et lui permettre d'être juste un chouette manager, quoi. Je ne pèse plus mes aliments. Les balances ont complètement disparu de mon quotidien. Elle a une balance. Aujourd'hui, je sais que je veux travailler dans le domaine social. Donc, la balance sur elle, elle a plus besoin de peser, de se peser. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est un truc symbolique que j'aime bien. Pardon, je vais dans mes délires. Il est tard. En particulier auprès de jeunes souffrant de troubles psychiques. Je vais faire de mon vécu une immense ressource, car il doit bien y avoir une raison à tout ça. C'est ce que Freud appelle de la sublimation. Je vais y mettre du sens et aider les autres. Je t'ai dit que dès que je parlerai de Freud, il faudrait que je sorte Freud, donc je vais sortir Freud, excusez-moi. C'est mon Freud, c'est mon doudou. Je suis pas très fan de Freud, mais franchement, il est cool. Mais c'est fini. Et Freud nous a rejoint juste pour la fin. Eh ben, 1h37 pour faire 26 minutes de vidéo. Est-ce que c'est pas top? Franchement, moi, ça m'a fait trop de bien de revenir. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, c'est une vidéo réac. Et donc, toutes les notions que j'amène sont pas abouties. Je vous dis un truc, machin. C'est un peu plic-ploc, un peu patchwork. C'est un peu l'idée du truc. Donc, si vous voulez que j'aille plus loin sur certains sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah, on fera en sorte que ça arrive. Lundi prochain, on va parler des douleurs chroniques. Sujet super intéressant. Je suis psy en douleurs chroniques depuis 9 ans. Et du coup, j'ai vraiment hâte de décrypter ce reportage, ce documentaire Arte avec vous aussi. Voilà, je vous fais des super gros bisous et puis on se revoit lundi prochain. Prenez soin de vous.